La nouvelle voie du canal de Suez est officiellement ouverte depuis ce jeudi en Égypte. Un joyau, véritable fierté nationale, qui est une porte ouverte sur le pays des pharaons. Et le président de la République Faure Essouzimna Gnassingbé faisait partie des invités de marque à cette cérémonie grandiose. Les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé de plus en plus renforcées pour gérer et au mieux les contentieux. Elles ont été dotées d'outils informatiques adéquats pour une meilleure justice commerciale dans notre pays. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations Maracana 2015 bat son plein depuis ce vendredi à Lomé. Pour cette 4e édition, 6 pays dont le Togo s'affrontent pour 2 jours de compétition. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi est commémorée la fête nationale de la République populaire démocratique de Corée. À cette occasion, le président de la République a adressé un message de félicitations à son Excellence Kim Jong-un, président du Comité de défense nationale de ce pays. En exprimant tous ses vœux de prospérité continue au peuple coréen, le président Faure Essouzimna Gnassingbé a exprimé son souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Pyongyang se renforcer davantage grâce à leurs efforts conjugués. Je vous le disais en titre, le président de la République Faure Essouzimna Gnassingbé a pris part à l'inauguration hier de la seconde voie du canal de Suez, un projet destiné à relancer une économie en perte de vitesse. Un cadeau au monde, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a présidé cette cérémonie au port d'Ismaïlia. Jalsinam de retour du Caire. C'est en grande pompe que les Égyptiens ont célébré l'ouverture officielle du nouveau canal de Suez. Au nombre des chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement du port d'Ismaïlia, le président de la République, Faure Essouzimna Gnassingbé, convié pour être témoin privilégié de cet événement historique. En effet, vieux de 145 ans, l'ancien canal était devenu trop étroit et donc ne répondait plus à l'intensification du trafic, mais également au gabarit des navires de nouvelle génération, des gros porteurs comme celui-ci. La construction de cette nouvelle voie vient de doubler l'ancien canal et offre désormais la possibilité de naviguer dans les deux sens. C'est un énorme gain de temps avec le trajet qui prendra en moyenne 11 heures contre 18 heures actuellement. La fluidité sera aussi assurée sur cette voie où transitent chaque année près de 700 millions de tonnes de marchandises. L'objectif à terme pour les autorités égyptiennes est de doubler ce chiffre en passant de 49 navires par jour à 97 d'ici à 2023. Sur la même période, le gouvernement égyptien espère un bond du revenu du canal de Suez de 4,7 milliards d'euros à 11,7 milliards d'euros et 1 million d'emplois. Visiblement, après 4 années de crise politique, les autorités égyptiennes misent sur ce projet pour relancer l'économie du pays. Cependant, le gouvernement égyptien rassure que les pays africains qui disposent d'un port en eau profonde, comme le Togo, bénéficieront à coup sûr des retombées de l'ouverture du nouveau canal de Suez. Le nouvel canal de Suez, c'est un méga projet, pas seulement pour l'Égypte, c'est pour l'Afrique et pour tout le monde. C'est un projet qui facilite le transport maritime et pour ça, pour la coopération entre l'Égypte et le Togo, mais pour le Togo aussi, il facilite le transport maritime pour le port maritime de Lomé. Et aussi, si on va commencer cette ligne maritime entre l'Alexandrie et le port de Lomé, on va commencer notre importation-exportation de notre produit au Togo et aussi dans les autres pays enclavés comme le Burkina Faso et le Niger, le Mali. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration a été la visite guidée du nouveau canal de Suez par les hôtes de marque. Le chef de l'État Faure Essouzimna Gnassingbé a été accompagné par le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab qui lui a donné des explications techniques sur la construction du nouveau canal. La nouvelle voie est longue de 72 km, soit 35 km de nouveau tracé et 37 km d'élargissement de l'ancien canal de 225 mètres à 317 mètres. Coût des travaux, 7,5 milliards d'euros entièrement mobilisés par l'État égyptien.
Et en marge des manifestations, le président de la République Faure Gnassingbé a accordé hier matin 2 audiences au Caire, en terre égyptienne. La première est allée au vice-président du Ghana, Kwesi Bekwe Amissa Arthur. En seconde audience, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. Le point toujours avec Djassenam Baya. Les relations de coopération entre le Togo et le Niger ont toujours été au beau fixe. La rencontre entre le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, et son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, vise essentiellement à les renforcer. Ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État leur a permis également de passer en revue les sujets d'intérêt commun. Le président vient de me recevoir et comme vous le savez, avec le président, on a toujours eu une excellente relation, d'excellents rapports. Et nos deux pays aussi ont des relations très étroites au plan bilatéral et au plan aussi multilatéral parce qu'on est dans des organisations communes comme l'UEMOA et la CEDEAO. Donc nous avons profité pour échanger sur l'état des relations entre les deux pays et puis sur les différents chantiers qui sont devant nous au plan de l'intégration, que ce soit sur le plan des infrastructures. Vous voyez la boucle ferroviaire que nous sommes en train de faire depuis le Togo, en passant par le Bénin jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey et Ouaga. Les problèmes énergétiques également ont été abordés. Et surtout, également, comme il n'y a pas de développement sans sécurité, on a beaucoup échangé sur la sécurité. Peu avant le président du Niger, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a accordé une audience au vice-président du Ghana, Kwesi Bekwe Amissa Arthur. Tout porte à croire que les relations entre le Togo et le Ghana ont été au cœur des discussions. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État en Égypte. La CEDEAO organisera du 17 au 19 août prochain une réunion thématique consacrée au suivi national de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Et c'est ce qu'a indiqué entre autres ce vendredi le représentant permanent de l'institution au Togo lors d'une rencontre avec le Premier ministre Komi Selom Glassou. M. Lompo Garba a également affirmé que la présidentielle au Togo est à inscrire dans le livre d'or de la CEDEAO. Nous l'écoutons au micro de Christine Péchikaloté. Nous avons échangé sur une rencontre qui a eu lieu les 4 et 6 août dernier, c'est-à-dire jusqu'hier, en fait qui a porté sur une rencontre des leaders traditionnels, notamment des religieux, des femmes, des jeunes, à Abuja au Nigeria, pour prendre en compte la nature, la situation de l'extrémisme violent, notamment le terrorisme, et dans certains États de l'Afrique de l'Ouest. Et que ces leaders vont certainement coucher une décision, et en fait une recommandation qui va être soumise très prochainement au Conseil des ministres et certainement au sommet à venir des chefs d'État de la communauté, pour qu'il y ait vraiment une vision claire et qu'il y ait une prise en compte de l'ensemble des citoyens de la communauté sur les graves menaces. Nous avons aussi tenu informer son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, de la tenue les 17, 18 et 19 août d'un lancement sur la mise en place d'un mécanisme sur le suivi national, sur la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire. Donc cette grande réunion sera animée par le gouvernement togolais. Nous avons bien évidemment aussi échangé sur la réussite éclatante des élections du 25 avril dernier et l'appropriation par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de cette valeur et de cette valeur togolaise, parce que c'est une valeur que nous comptons transmettre à l'appropriation des citoyens de notre communauté. Nous devons nous réjouir, nous citoyens de la communauté ouest-africaine, en tout cas de cette prouesse togolaise qui doit être inscrite dans les lettres
dehors de l'espace communautaire, la CEDEAO. Autre bonne note reçue par notre pays, c'est celle du Fonds monétaire international. Pour cette année, le taux de croissance économique se situe aux environs de 5,5% et les perspectives de l'économie togolaise restent positives à moyen terme. C'est ce qui ressort de la mission d'évaluation d'une délégation du FMI à Lomé. Lucassi, Charlotte Monsimet. Le taux de croissance économique du Togo pour le compte de l'année 2015 tournerait autour de 6%. Une avancée qui s'explique par les investissements du pays dans la construction des infrastructures, notamment celles routières, aéroportuaires et maritimes. Le dynamisme insufflé au secteur agricole a permis d'accroître la productivité. Autre atout, la floraison des échanges commerciaux. C'est ce qui ressort de la mission de consultation du Fonds monétaire international FMI avec les autorités togolaises. Mission qui s'est attardée sur l'analyse de la situation macroéconomique, les objectifs à caractère social, la croissance soutenable et inclusive du Togo. Je peux vous dire que le Togo a eu une croissance forte pendant les dernières années et on s'attend aussi une croissance forte au moyen terme dans les années à venir. Nous avons discuté comment trouver l'équilibre entre l'augmentation des investissements et aussi la viabilité macroéconomique. Le Togo a été félicité pour le maintien du rythme de croissance économique, à l'instar des réformes en matière de collecte des recettes. Quant à la suite, la mission se prononce. Nous avons fait des recommandations comment augmenter la croissance. Par exemple, comment améliorer les secteurs clés pour la croissance. Les secteurs comme l'énergie, les télécommunications, d'augmenter davantage la collecte des recettes. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Il y avait une forte augmentation de recettes. En plus des avancées notables enregistrées dans le domaine des infrastructures routières rurales, l'État projette déjà connecter les villages aux villes par la réhabilitation et la construction des routes secondaires. Il ambitionne aussi réorienter progressivement le budget vers les secteurs sociaux. Les membres du comité consultatif des postes de contrôle juxtaposés de 5AC sont en réunion, la 4e du genre. Objectif, évaluer la feuille de route issue de la dernière rencontre tenue à Tenkodogo au Burkina Faso pour redynamiser l'opérationnalisation des PCJ de 5AC, un processus qui peine à se réaliser jusqu'à présent. Désiré à l'œil. Lancé pour être opérationnel depuis mai 2011, le poste de contrôle juxtaposé PCJ de 5AC peine à fonctionner pour combler les attentes. Les membres du comité consultatif venus du Burkina Faso, de l'UMOA, du Scanning System et du Togo sont en réunion d'échange pour évaluer la feuille de route afin d'activer l'opérationnalisation du poste. Il est aussi question de repérer les difficultés de sa mise en œuvre et faire des propositions concrètes. Des mesures permettant de relancer le bon fonctionnement du PCJ. Tout ne fonctionne pas comme prévu. C'est vrai, nous ne pouvons pas ici de façon exhaustive relever toutes les difficultés parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par cette situation. Il y a plusieurs difficultés, mais toujours est-il que les PCJ des 5AC ne fonctionnent pas comme cela a été projeté par la commission de l'UMOA et voulu par nos États. Nous allons passer en revue l'ensemble des recommandations qui ont été formulées lors de nos précédentes rencontres et les actualiser
pour voir dans quelle mesure nous pouvons impulser une nouvelle dynamique à la bonne marche des PCJ de 5C. Cette quatrième réunion du comité consultatif du poste de contrôle juxtaposé PCJ de 5C, financée par la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, vient consolider les acquis de la dernière rencontre de janvier 2015 à Tinkodogo au Burkina Faso, qui avait formulé les recommandations. Outre l'évaluation de la feuille de route, des projets de test relatifs à la convention spécifique portant cahier des charges de la concession des PCJ, au règlement d'exécution relatif aux modalités d'exercice des activités exceptionnelles dans les PCJ et autres seront examinés. Pour faciliter la gestion des contentieux commerciaux, une importante architecture informatique a été implantée sur les sites du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Et ce matin, le ministre en charge de la justice a visité les sites. Edem Susupo. Vers la modernisation de la justice commerciale au Togo. Pour faciliter la gestion des contentieux commerciaux, des dispositifs en informatique ont été implantés sur les sites du tribunal de première instance de Lomé et de la cour d'appel. C'est désormais ces salles informatisées, 6 au total, qui vont accueillir les audiences pour la sérénité dans le traitement des dossiers en matière commerciale. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, Pius Kokovi Agbetome, accompagné de son collègue en charge de la planification Kossi Asimaïdou, a visité ces nouveaux locaux devant abriter les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Le ministre Pius Kokovi Agbetome a ensuite remis aux acteurs qui animent les activités de ces chambres des équipements informatiques et accessoires. Des actions rendues possibles grâce au projet de renforcement de capacité des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel. Le plus pour la justice, c'est que nous allons essayer de résorber le problème de la lenteur judiciaire. Donc ça va profiter à tous les acteurs économiques. Et si une affaire est soumise à une juridiction et que cette affaire est réglée dans les meilleurs délais, tout le monde s'en sort heureux. Et c'est ça l'objectif principal. Le justiciable en temps réel, il connaît l'évolution de son dossier, les pérégrinations procédurales. Il peut venir interroger et même pas consulter le juge directement, mais à partir des machines, savoir à quelle étape se trouve son dossier. Et je crois que c'est une révolution extraordinaire. À la cour d'appel de Lomé, par exemple, il a été également implanté une salle de sténotypistes pour aider les greffiers dans leurs tâches. Le projet est ambitieux et va accélérer les procédures en matière du contentieux commercial. Maintenant, avec les sténotypistes, vous allez voir qu'en un temps record, au même moment où le jugement est en train de se passer, le greffier est en même de saisir rapidement la décision et à la fin, le factum sera rédigé en un temps record et le greffier finalise la décision qui sera alors remise à l'huissier que nous sommes pour aller sur le terrain de l'exécution. Les clients que nous défendons ou dont nous avons la défense des intérêts ont à cœur de voir rapidement leur dossier devant le tribunal commercial aboutir assez rapidement. Ce qui importe à l'avocat, c'est qu'il puisse voir ces dossiers être traités dans un délai assez court et que juste après que la décision ait été rendue, qu'il puisse obtenir copie de ce jugement. Le règlement avec célérité des litiges commerciaux contribue à l'amélioration du climat des affaires. La dématérialisation du processus de traitement du contentieux commercial par une application de gestion informatisée va donc être effective très bientôt. Le lancement officiel de la plateforme informatisée de gestion du contentieux commercial est donc prévu pour le mardi 11 août prochain. Et toujours pour un meilleur climat des affaires, l'Office togolais des recettes OTR, dans sa stratégie de communication sur le civisme fiscal, a sensibilisé certains agents relevant du commissariat des impôts. Au cœur des discussions, la facture normalisée TVA. Cette nouvelle mesure introduite dans la loi de finances oblige les contribuables à utiliser les factures normalisées pour ainsi lutter contre l'évasion fiscale. Les précisions avec Arnaud Kiliou. Les factures normalisées sont déterminées par arrêté du ministère en charge de l'économie et des finances.
Toutes les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée TVA utilisent les factures normalisées pré-imprimées avec vignette TVA. En ce qui concerne les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions, elles peuvent être autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture émise doit comporter la vignette. Au fait, on aura trois types finalement de factures. Il y aura la facture des entreprises qui ne facturent pas la TVA, la facture des entreprises qui vont facturer la TVA. Les deux premiers sont les factures préimprimées par l'OTR. Et les entreprises doivent venir se faire livrer à l'OTR. Mais pour les grandes entreprises, elles font livrer seulement les vignettes et ces vignettes doivent être apposées sur leurs factures personnalisées. Toutes ces nouvelles mesures ont été rappelées aux agents de l'Office togolais des recettes OTR afin de contribuer efficacement à la sensibilisation des contribuables. L'intérêt de cette sensibilisation, c'est quand même que toutes les parties prenantes, y compris le personnel de l'OTR, soient quand même avisés sur le type de factures que nous avons. Et lorsque nous sommes nous-mêmes agents, nous devons pouvoir communiquer dans les chaînes de communication. Nous devons, après avoir assimilé nous-mêmes ces instruments, pouvoir communiquer aux opérateurs sur cet instrument-là. L'Office togolais des recettes OTR reste toujours dans la dynamique de l'éducation du contribuable au civil fiscal afin de susciter en eux un consentement volontaire à l'impôt. L'OTR invite donc les opérateurs économiques à s'approprier cette nouvelle mesure afin de permettre à l'État d'assurer une meilleure accessibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée chez les clients. Dissiper les craintes relatives aux impacts négatifs liés à l'utilisation de la biosécurité. C'est l'objectif de la rencontre tenue cette semaine à Dapaon par les acteurs en charge du dispositif national de biosécurité. Les précisions depuis Dapaon de Désiré Aloy. La biosécurité devient une nouvelle thématique, un sujet d'actualité quand l'on se pose la question comment sécuriser la santé humaine, animale et végétale face à l'avancée de la biotechnologie. Une réflexion est menée pour amener les acteurs de l'agriculture et de l'environnement à être éclairés sur la thématique. La rencontre de Dapaon se résume comme un cadre d'échange et de vulgarisation des efforts du gouvernement togolais en matière de la biosécurité et de partage des actions entreprises par l'UMOA dans la prévention des risques de biotechnologie. La biosécurité est en quelque sorte la réglementation ou l'encadrement de la biotechnologie. Donc il faut montrer à la population, les acteurs nationaux, ce qu'on est en train de faire là-dessus. Les lois qui sont élaborées là-dessus, les règlements qui sont élaborés là-dessus, toutes les mesures en termes scientifiques qui sont prises, techniquement qui sont pris pour faire en sorte que vraiment la population soit en sécurité. Aujourd'hui, le Togo n'a pas encore adopté la biotechnologie, ça c'est vrai. Au Burkina, nous entendons parler du coton BT, etc. Et donc déjà, il faut être dans la situation de la défensive. Il faut que le pays puisse se doter nécessairement de tout ce qu'il faut pour la protection de la population. Au sortir de la rencontre, les participants partiront avec les informations sur les dispositifs juridiques internationaux, sur les risques biotechnologiques et de la biosécurité au Togo pour dissiper les craintes relatives aux impacts négatifs liés à l'utilisation de la biotechnologie moderne. Autre actualité, après un an d'activité, les patrons de presse et des organisations partenaires se sont réunis à Lomé ce vendredi pour faire le point du chemin parcouru. Une rencontre prévue dans les statuts du CONAP, entendez Conseil national des patrons de presse, et qui a pour but d'établir un cadre d'échange, de dialogue, pour à la fin définir de nouvelles perspectives pour une presse professionnelle et responsable au Togo. Augustin Kossi, Patrice Bocan. La redynamisation, la rénovation, la prospérité, le professionnalisme dans l'exercice du métier du journalisme au cœur des échanges entre les patrons de presse après un an d'activité du nouveau bureau conformément à l'article 15 de leur statut. Le Conseil national des patrons de presse, CONAP, veut ainsi évaluer les activités menées afin d'en tirer les leçons
pour mieux se positionner dans le tissu socio-économique du Togo. Un an avoir pas atteint tous nos objectifs, mais en tout cas avoir maintenu la position du CONAP d'être la plus grande, la plus représentative des organisations des patrons de presse, mais surtout d'avoir permis la redynamisation de cette organisation à travers une série d'activités, notamment le renforcement de capacités, puis de voir dans les prochaines années quels sont les défis majeurs que nous devons relever ensemble. Pour le ministre en charge de la communication, Guy Madjer Lorenzo, la presse est la conscience des nations et par conséquent, des diagnostics s'imposent pour trouver des solutions en vue d'amener la presse à jouer sa partition avec responsabilité. Et cela est très important. C'est même le quatrième pouvoir, dit-on. Mais c'est un pouvoir qui doit être utilisé avec beaucoup de sagesse et de responsabilité. Et que les acteurs de ce pouvoir fassent le diagnostic de leurs problèmes et trouvent des solutions et demandent ensuite un encouragement pour pouvoir aider la profession à aller de l'avant, à devenir plus professionnelle. Aucun gouvernement ne peut rester insensible à cela. Vous avez commencé à montrer à l'État que vous êtes sur le chemin. Le professionnalisme viendra derrière. Les travaux de cette Assemblée générale ordinaire vont permettre au CONAP non seulement de s'auto-évaluer, mais aussi et surtout d'envisager d'autres perspectives pour mieux jouer son rôle dans la société. L'actualité à l'étranger est marquée ce vendredi par la prise d'otages survenue au Mali dans un hôtel de Sévaré dans le centre du pays. Des hommes armés retiennent plusieurs personnes. Bilan provisoire de cette attaque, 8 morts dont 3 militaires. On annonce la probable découverte d'un vaccin pour venir à bout du paludisme, mais les professionnels de la santé le réaffirment. Le meilleur remède est la moustiquaire et les traitements préventifs. En Centrafrique, vous allez le voir, Médecins sans frontières a déniché une nouvelle arme contre la maladie. Regardez. Batangafo, dans le nord de la Centrafrique. Ici, près de 40 000 enfants ont déjà contracté le paludisme depuis le début de l'année. Pour diminuer la mortalité liée à la maladie, Médecins sans frontières met en place une nouvelle stratégie. Le principe, un dépistage précoce et un traitement à double effet. Nous, c'est une activité, je dirais, curative et préventive. C'est-à-dire les enfants qui viennent directement, qui font la fièvre, on les traite avec le paludisme, le quartème ici. Et préventive, c'est-à-dire on les donne une molécule qui est implémentée, qui est initiée pour la prise en charge préventive du paludisme. Ce nouveau protocole de soins et cette nouvelle molécule ont déjà été testés avec succès dans d'autres pays d'Afrique. C'est la deuxième fois qu'ils sont appliqués en République centrafricaine. C'est une méthode qui marche très bien parce que les résultats au Niger et au Mali ont démontré qu'en utilisant cette méthode, on parvient à réduire la morbidité du paludisme à 80%. Et du coup, ça a une conséquence tout à fait logique sur les hospitalisations, mais aussi les consultations ambulatoires chez les enfants de 3 ans. Si les effets bénéfiques de ce traitement ne sont plus à prouver, reste encore à convaincre la population. En Centrafrique, comme ailleurs, beaucoup de défiance entoure encore le monde médical. Oui, j'ai discuté avec d'autres mamans avant de venir ici, mais certaines ne sont pas convaincues. Elles pensent que les médicaments vont paralyser les bébés. Alors elles cachent les enfants dans les huttes. Mais moi, je sais que c'est pour leur bien. Alors je suis venue prendre les médicaments. Pour minimiser ce type de réaction, Médecins sans frontières déploie des agents pour sensibiliser les populations. À Batangafo, cela a payé. Environ 7000 enfants ont obtenu un traitement. Retour en page nationale, on l'annonçait et c'est officiel. Le Togo accueille depuis ce vendredi la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. En match d'ouverture, les vétérans de plus de 45 ans du Togo contre ceux du Niger. Score final, 3-0 en faveur des Togolais. Le récit avec Tien Piou Tba. Le coup d'envoi du ministre Guy Madjer Lorenzo en charge des sports a boosté les ardeurs des vétérans togolais habillés en vert et blanc. En match d'ouverture, les éperviers vétérans étaient face à leurs homologues du Niger. Les Togolais ont sorti l'artillerie lourde pour s'imposer 3-0. Une large victoire qui présage une issue heureuse.
J'ai foi en la qualité de mes joueurs. J'ai foi en ce qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Une belle entame, c'est déjà quelque chose de bien pour se mettre en confiance et affronter de manière beaucoup plus sereine la compétition. Notre espoir, c'est de nous retrouver en finale et bien sûr de gagner la coupe dans chacune des catégories. Une belle entame qui mérite des encouragements. J'ai vu l'engagement de nos joueurs, je n'ai pas encore vu les autres, mais je crois que ce serait normal que nous puissions gagner. Et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Après la phase des éliminatoires des demi-finales chez les vétérans, 45 ans et plus, démarre ce samedi la compétition des seniors, 35 à 45 ans, et les finales des deux catégories. Ce communiqué du ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative pour terminer. Depuis un certain temps, des groupes d'arnaqueurs bien organisés prennent pour cible l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Les forfaits enregistrés couvrent une large palette d'agissements allant de faux et usage de faux en opération bancaire au détriment de l'ANPE et des extorsions de fonds aux demandeurs d'emploi par de soi-disant intermédiaires qui prétendent agir au nom de cette institution. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ces agissements et pour identifier les auteurs. Le ministre en charge de la fonction publique exhorte la population, en particulier les acteurs du marché du travail et les demandeurs d'emploi, à plus de vigilance et à collaborer avec les autorités en dénonçant toute manœuvre douteuse dont ils feront l'objet. Les prestations de l'ANPE au profit des demandeurs d'emploi sont gratuites et respectent une procédure rigoureuse dont chaque étape fait l'objet d'une publication par les médias. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.